stars were right in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui du cinéaste Joseph L. Mankiewicz. Pour quelle raison? Bon, on peut ne pas avoir de raison pour parler de Mankiewicz, mais là, pour le coup, il y a un livre, un ouvrage collectif dirigé par Vincent Amiel, Entebin et José Moore, qui sont déjà venus d'ailleurs sur la chaîne assez souvent. Le livre est édité chez les Impressions Nouvelles dans la collection Caméra Subjective. Le titre du livre, Joseph L. Mankiewicz. Le sous-titre, très important, Le jeu des formes. Voilà le livre. Et mes invités ont accepté de venir pour en parler à peu près une cinquantaine de minutes et je suis vraiment très content de renouer le dialogue avec eux. Très, très vite, je vais les présenter. Vincent Amiel, vous avez publié plusieurs ouvrages sur le cinéma et l'image, dont Mankiewicz et son double en 2010 et vous avez eu le prix du syndicat français de la critique de cinéma. Entebin, vous êtes auteur ou co-auteur d'une vingtaine de livres de Mankiewicz chez Rivage Cinéma en 86 ou bien au Dictionnaire du cinéma britannique avec Jean-François Baillon, récemment d'ailleurs chez Vendémiaire en 2023. José Moore, vous avez notamment publié l'histoire vagabonde du cinéma avec Vincent Amiel, Vendémiaire 2020 et au commencement du cinéma presse universitaire de Rennes en 2023. Vous avez beaucoup travaillé ensemble. Et ma première question, très simple, pourquoi il faut continuer à parler de Mankiewicz aujourd'hui et surtout, est-ce que selon vous, on en a ou on en parle pas forcément, enfin, on en parle assez mal aujourd'hui pour le coup, d'où l'existence de ce livre. Moi, je veux bien répondre à quelque chose de plus général, en fait, puisque ce livre est issu d'un colloque qui a été 2 jours et demi de bonheur extraordinaire, à parler de Mankiewicz et de sa place euh, aujourd'hui parfois sous-estimée dans l'histoire du cinéma, mais surtout, au départ, c'est né, je pense, de conversations entre Vincent, José et moi sur le fait qu'aujourd'hui, les études monographiques sur les cinéastes, et notamment les cinéastes de la période classique hollywoodienne, se faisaient de plus en plus rares. C'est-à-dire que Mankiewicz est parfois présent, mais par le biais d'études plus transversales, soit sur le genre, ou des études de réception, ou des études sociologiques, voilà, des nouvelles formes, plus récentes formes de discours sur le cinéma, et se perd un petit peu ce qui a parfois eu des excès à une certaine époque, qu'on appelait la politique des auteurs, c'est-à-dire considérer que le cinéma, c'est aussi des cinéastes euh, qui ont marqué l'histoire de l'art et du 7e art en particulier. Donc c'est né de ça, de vouloir recentrer sur un auteur, je pense. Et puis la deuxième chose qui nous a frappé, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure en soulignant le sous-titre, c'est que Mankiewicz traîne, j'allais dire, une réputation de dialoguiste brillantissime, de narrateur extrêmement malin, mais en France, en tout cas, on ne considère pas assez la dimension visuelle et la dimension de la mise en scène des films de Mankiewicz. Et ce qu'on se disait, c'est que, en fait, cette création de forme qui apparaît film après film et qui se modifie d'ailleurs film après film, cette création de forme, elle a débordé de son cinéma et elle a établi des correspondances avec ses contemporains, avec des cinéastes beaucoup plus récents, qui nous sont beaucoup plus proches dans le temps. Et c'était aussi sur cette caractéristique de Mankiewicz, sur cette qualité formidable de Mankiewicz qu'on voulait insister. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'actuellement, l'intérêt pour le cinéma hollywoodien classique tente un petit peu à diminuer, hein, et c'était important aussi de réinscrire au fond notre pensée, de réfléchir sur ce cinéma-là qu'on a tendance un tout petit peu à trop simplifier, et c'est vrai qu'avec Mankiewicz, c'est une entrée
magnifique pour penser les formes hollywoodiennes et pour penser la place de Mankiewicz dans cet ensemble-là. Mais il y a une chose que Vincent disait sur la façon dont Mankiewicz était perçu, notamment en France, par la cinéphilie française. Mais en fait, c'est la même chose dans son pays, c'est-à-dire les États-Unis. Enfin, peut-être un peu différemment, mais depuis ce qu'on a appelé la politique des auteurs, il y a eu en fait deux écoles pour considérer Mankiewicz. Il y avait l'école, je dirais, l'école Godard, c'est-à-dire Jean-Luc Godard a écrit un célèbre article au moment, je crois, de Un Américain bien tranquille, où il parlait de Mankiewicz comme un athlète complet. C'est-à-dire l'athlète complet, c'est-à-dire producteur, scénariste, réalisateur, donc étant une sorte d'auteur majeur. Or, la politique des auteurs telle qu'elle a été plus ou moins instituée dans les années 1950, on va dire, tendait à mettre en avant les auteurs qui étaient avant tout des metteurs en scène et qui étaient des auteurs malgré tout. C'est-à-dire que bien qu'ils n'aient pas produit les films, bien qu'ils n'aient pas écrit leur scénario, la mise en scène en faisait des auteurs majeurs, comme réaction un petit peu à l'idée que les réalisateurs de l'époque hollywoodienne étaient juste des techniciens. Mais en fait, les excès de cette politique-là ont fait que, paradoxalement, les cinéastes qui étaient aussi scénaristes et producteurs de leurs films ont été un petit peu mis sur le côté, puisque voilà, c'était pas des auteurs malgré tout, des auteurs malgré le système. Or, cette idée d'un cinéaste qui est à la fois complètement dans le système et qui réfléchit aux marges du système s'applique très bien finalement à Mankiewicz, et c'est ce qu'on a constaté en parlant déjà entre nous, et puis qui s'est confirmé lors de l'élaboration de ce travail collectif qui a mené au colloque et au livre. Alors là, mais vraiment, j'ouvre une petite parenthèse et je suis un peu provocateur pour le coup. Ça me rappelle quand je vous écoute, NTBIN, que j'ai pas beaucoup invité de critiques de cinéma de positif sur ma chaîne. Je suis désolé, je voulais faire cette blague, mais voilà, je la referme. Mais voilà, je vais être très sérieux. Par rapport à la politique des auteurs et par rapport aussi au fait que il y a quelque chose moi, qui vous avez dit tous les trois, et je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois quand on avait discuté. C'est par rapport au fait que le cinéma classique hollywoodien est de moins en moins, on va dire, visité, revisité, on va dire comme ça, par des générations, par les nouvelles générations. Et moi, ça me permet de poser cette question. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que Mankiewicz, et donc le cinéma hollywoodien classique qu'il représente, qu'il habite, qu'est-ce qui fait que il est à part finalement dans tout ça, dans le cinéma pour le coup? Qu'est-ce qui fait qu'il est à part? Mankiewicz ou le cinéma hollywoodien? Mankiewicz, pardon. Il est à part tout en étant représentatif. Hein. Donc, c'est ce que vient de dire Bin. Il est à la fois, pour reprendre le beau bouquin de Jean-Loup Bourget, il est dans la norme, il est à la marge. Hein. Il arrive à être en résistance contre le système de production hollywoodien, et ça va le marquer dans plusieurs films. Dans le bouquin, il y a une très belle intervention sur Mankiewicz, producteur et face à ses producteurs. Mais en même temps, il reçoit l'Oscar, c'est le premier à recevoir deux années de suite l'Oscar majeur, les Oscars majeurs, il fait travailler toutes les grandes stars hollywoodiennes, donc il est à la fois en résistance et à la fois très très représentatif de ce qu'est le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'en fait c'est un cinéma, peut-être qu'en effet les nouvelles générations ont du mal à accepter ça, c'est un cinéma qui est à la fois un cinéma commercial et un cinéma d'auteur, un cinéma du système et un cinéma très personnel en définitive. Mais moi je pense que c'en est représentant au plus haut point. Mais ça fait partie d'ailleurs des prismes par lesquels la modernité de Mankiewicz peut ressortir aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a une ambiguïté, il y a un paradoxe chez lui sur le système hollywoodien. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté
pendant toute la première partie de sa carrière, quand il était complètement intégré au système, c'est-à-dire il a même commencé comme producteur avant de devenir réalisateur, mais de cracher sur le système. De dire, moi, je suis un intellectuel, le Hollywood, c'est vraiment le contraire de la culture. Il voulait partir sur la côte Est, absolument, puisqu'il estimait qu'il était dans une sorte de désert culturel. Et en même temps, il commençait à avoir du succès, et de plus en plus de succès, même un triomphe à Hollywood, comme l'a rappelé Vincent avec les Oscars, mais aussi c'est un personnage de pouvoir. Il a été le président de la guilde des réalisateurs à une époque cruciale qui est celle du macartisme. Donc, le système qu'il abhorrait et dont il ne cessait de critiquer en fait les défauts, l'a porté au pinacle. Et ça, d'une certaine manière, il l'a mal vécu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a intégré cette complexité ou ces contradictions dans ses propres films. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait qu'aujourd'hui, les études modernes qui vouent aux gémonies des cinéastes, parfois des plus grands cinéastes peut-être comme Mankiewicz, comme John Ford, comme étant voilà des artistes conservateurs ou bon, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais sur Mankiewicz, il y a je dirais une actualité même idéologique qui intéresse. Par exemple, l'attitude de Mankiewicz par rapport aux personnages féminins et au féminisme, c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui ressort d'ailleurs d'une très belle étude de Jacqueline Nakache sur Chaîne conjugale, A Letter to Three Wives, qui est une lecture féministe de ce film, pourtant hyper hollywoodien, avec des stars, avec du glamour, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario et de la meilleure mise en scène. Et en même temps, c'est un film qui dit des tas de choses sur la femme américaine d'après-guerre, l'entrave à ses libertés, sa volonté de maîtriser les situations sociales, conjugales, dans lesquelles elle est plus ou moins coincée, et qui fait ça en plus avec une verve et avec une sorte de vernis de comédie brillantissime. Et ce genre d'approche contribue à faire de Mankiewicz quelqu'un qui aujourd'hui peut être vu, peut être montrable, je dirais, à un regard, disons, plus critique sur cette époque-là, qui fait parfois rejeter une grande partie du système hollywoodien. Alors, aussi, l'un des paradoxes de Mankiewicz, c'est qu'à la fois, il a été, contrairement aux autres, il a d'abord été reconnu comme auteur avant d'être reconnu comme metteur en scène. Et au fond, d'une certaine façon, c'est à la fois comme reconnaissance qu'il a comme intellectuel, progressiste, et au fond, il a toujours mis en avant la dimension, entre guillemets, auctoriale, à la fois son écriture, ses dialogues, que au fond, la forme qu'il donnait à ses films, et c'est aussi une des ambitions de ce livre, d'insister aussi sur le fait que par ses narrations, par les formes qu'il donne à son livre, Mankiewicz est aussi un metteur en scène, et cette dimension-là a été un petit peu oubliée. Et puis, c'est plus facile, faut l'avouer, de travailler sur, de penser Mankiewicz, qui a une œuvre assez restreinte, une vingtaine de films, que vous imaginez, et avec une cohérence, entre guillemets, de l'univers, une cohérence thématique, que d'aborder un cinéaste comme Walsh, des cinéastes comme Wellman, d'autres générations. Il y a une vraie unité dans le cinéma de Mankiewicz. C'est pour ça qu'il permet très bien de faire cette transition et au fond de donner une prise à des approches entre guillemets plus modernes.
Oui, le texte sur chaîne conjugale écrit par Jacques Nakache, qui a d'ailleurs été mon professeur de cinéma dans les années 90 à Nanterre. Mais c'est intéressant que vous parliez de cet article, de ce texte-là, pardon, parce que il est vrai que lorsque on est jeune cinéphile et qu'on commence à découvrir les films de Mankiewicz ou à lire des textes sur Mankiewicz, des textes critiques comme ceux de Godard, etc., il y a la fameuse phrase qui est devenue d'une telle banalité, à savoir c'est un grand cinéaste, mais c'est un grand scénariste, mais c'est pas un bon cinéaste. Bon, bah alors le livre est là aussi pour contourner tout ça, et c'est tant mieux, bien évidemment. Et donc ça nous amène à vous poser là une question très très banale pour le coup. Alors, comment on pourrait identifier le style Mankiewicz si on devait reprendre les codes de la politique des auteurs? Il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est un auteur, on ne revient pas là-dessus. Quel serait le style, comment on reconnaît le style Mankiewicz dans un film? Alors, c'est là que c'est vrai que c'est compliqué. Parce que c'est tellement facile de reconnaître le style de Mankiewicz à travers ses récits et ses dialogues, qu'on va se dire, ah bah oui, mais alors, dans ce cas-là, comment est-ce que ces récits, ces dialogues sont mis en scène? Alors, il y a à mon avis un axe qui est intéressant et qui englobe à la fois le côté narratologique, enfin le récit, et la mise en scène de ce récit, qui est ce que j'appellerais le point de vue. C'est-à-dire, Mankiewicz, c'est un cinéaste du point de vue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il parle d'un sujet avec des personnages, le point de vue sur ce sujet et ces personnages, c'est son point de vue de metteur en scène. Donc, ça consiste notamment à filmer d'une certaine manière les personnes qu'il fait tourner, les acteurs, les actrices, au sein de leur environnement. C'est-à-dire que le rapport entre les êtres humains qu'il filme et le, plus que le décor, l'environnement au sens large, c'est-à-dire l'environnement à la fois visuel, lumineux, sonore, musical, qui entoure et qui permet de poser sur eux un certain point de vue, ça c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, fructueux quand on commence à étudier son cinéma. Par exemple, notamment, si on compare un film de Mankiewicz avec le remake d'un film de Mankiewicz par quelqu'un d'autre. Par exemple, Le Limier, qui a été refait par Kenneth Branagh. Il y a une étude extraordinaire de Pierre Berthaumieux qui raconte à quel point la mise en scène de Mankiewicz est tellement opposée à celle de Branagh que les films qui parlent de la même chose, avec les mêmes personnages et parfois des dialogues très similaires, sont totalement différents et totalement opposés. Autre question qui nous a intéressé, Vincent et moi, on a fait le parallèle entre Joseph Mankiewicz, qui est un cinéaste censé être littéraire et s'occuper avant tout du contenu du contenu de ses films plus que de leur forme. On a fait le rapprochement avec un cinéaste qu'on caractérise par exactement l'inverse, à savoir Max Ophuls, qui disait toujours qu'un mouvement de caméra en dit plus qu'une phrase de dialogue, etc. Et on s'aperçoit que les ponts, mais pas seulement thématiques, aussi thématiques, mais également formels, avec des analyses de certaines séquences, de certains plans, sont absolument sautent aux yeux. Mais voilà, chez l'un, c'est la forme qui attire, et ensuite on va découvrir la profondeur. Et chez Mankiewicz, ce qui est à double tranchant, c'est d'abord le contenu qui nous agrippe et nous fait finalement oublier qu'il y a une forme extrêmement riche qui est au service de ce contenu. Par exemple, je sais pas moi, un film comme Soudain l'été dernier, c'est un film qui à la fois est d'après une pièce et qui reste fidèle à une sorte d'unité théâtrale, et puis qui contient des échappées, notamment visuelles et sonores, complètement je veux dire, cinématographiques au plus haut point, mais qu'on vit comme spectateur quand on voit le film, mais ensuite,
Quand on cherche à l'analyser, on va l'analyser sur le plan psychologique ou des personnages ou des relations entre les protagonistes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça le danger, je trouve. Il y a aussi quelque chose qui me semble important. C'est vrai que la mise en scène de Mankiewicz, c'est pas une mise en scène que l'on, à part dans certains films que l'on voit beaucoup, mais on s'aperçoit malgré tout que la force de cette mise en scène, c'est justement la tension qu'elle instaure entre, je dirais, entre ce que disent les personnages et la façon dont ils existent à l'écran. Et tout le cinéma de Mankiewicz est travaillé par cette question de la représentation, de l'incarnation, comment on peut incarner un personnage, comment se joue cette tension entre ce qu'on dit d'un personnage et la façon dont il existe à l'écran. Et je dirais que l'originalité de Mankiewicz par rapport à d'autres cinéastes de sa génération, pour moi, elle réside là dans cet écart où chaque fois la question de la représentation, de l'incarnation est posée. Elle est posée de façon différente de film en film, mais je dirais que c'est un fil conducteur et une tension qu'on retrouve dans tous les films de Mankiewicz. Il n'y a pas simplement cette tension entre l'apparence et la vérité, il y a cette tension entre la représentation et la question de l'incarnation qui travaille tout le cinéma de Mankiewicz, à mon avis, et notamment sa mise en scène, même si elle peut paraître très simple, mais elle n'est jamais complètement ajustée au scénario. Il y a toujours un petit écart. Le terme écart que tu emploies, ça me paraît tout à fait définir le style de Mankiewicz. Alors c'est un terme, effectivement, c'est pas un terme plastique, donc c'est difficile de passer par là pour définir un style, mais ça rejoindrait l'ironie en fait. Le cinéma de Mankiewicz, c'est un cinéma ironique et de l'ironie, et donc qui à la fois met en place, comme dit José, on pourrait dire la représentation officielle. C'est patent dans Cléopâtre. Cléopâtre, c'est un film sur des personnages qui ont le pouvoir, qui jouent de leur pouvoir, etc. Et en même temps, il met en scène, comme tu disais, l'écart, c'est-à-dire qu'il y a constamment cette ironie par rapport au pouvoir, aux représentations officielles, au classicisme. À une époque, on a beaucoup dit que Mankiewicz était un cinéaste baroque. Alors, c'est le type de terme qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, ou de comparaison qu'on n'emploie plus beaucoup. Mais c'était bien une façon de parler de la tension que tu viens de citer à propos de ce style. Oui. Alors, je vais me permettre juste une petite parenthèse, puis après on reviendra sur vous évoquiez le point de vue NT-Bin. Je vais en profiter pour prendre comme appui. Je vais m'appuyer sur le texte de Cécile Gornet mais d'abord, je voudrais quand même, et comme ça me permettra aussi de citer les auteurs et autrices de cet ouvrage collectif. Donc, le sommaire Repères et marques de fabrique, premier chapitre. Un texte sur le cinéma de Mankiewicz et ses fantômes, inventaire des présences et puissances de l'absence, écrit par José Moore. Joël Augros écrit sur Mankiewicz, producteur au singulier, producteur au pluriel. Pascal Coutet écrit sur Mankiewicz, Emerson et la philosophie, à propos du film Un mariage à Boston. Christian Viviani écrit sur l'œuvre transformée par l'acteur studio ou l'acteur studio transformé par l'œuvre. Alain Masson sur le geste et l'emphase. Le deuxième chapitre, c'est lecture au pluriel et relecture au pluriel. Cécile Gornet donc écrit sur la délégation et la duplicité du récit. Elle appelle ça la narration pharmacon dans le cinéma de Mankiewicz. Benjamin Thomas écrit sur les milieux et classes, de l'appartenance sensible au social dans le cinéma de Mankiewicz. Massimo Olivero écrit sur la dialectique maître-serviteur chez Mankiewicz et il prend comme base le film L'affaire Cicéron. Donc Jacqueline Nakache le texte est très simple, marqué revoir chaîne conjugale. Donc ça dit aussi que le film et le regard de Mankiewicz a quelque chose d'audacieux, voire même aujourd'hui. Francis Borda écrit sur On murmure dans la ville, retour sur On murmure dans la ville. Et le dernier chapitre, c'est reprise des correspondances. Donc François Thomas écrit sur All About Bacall,
Lorraine Bacall, pardon, ou Comment transformer Ève en comédie musicale. Diane Arnaud écrit sur l'aventure de Madame Muir, revue et corrigée par Lucy's Dream. Pierre Bétormieux, vous l'avez évoqué, Affaire au pluriel d'absence, au pluriel Mankiewicz, Branagh et les deux limiers. Sarah Lepercher de Mankiewicz à Romer. Et vous l'avez évoqué, Entebin et vous-même, Vincent Amiel, vous avez fait dialoguer Mankiewicz et Ophuls, et le sous-titre de ce texte, Troublants échos. Je voudrais quand même, avant qu'on parle des points de vue, je voudrais quand même souligner quelque chose de très important, les illustrations. On peut quand même dire un mot là-dessus parce que c'est quand même assez incroyable. Alors, je crois que j'ai utilisé le mot illustration et c'est pas le mot que je devrais utiliser. C'est plutôt photogramme parce que photogramme au moins ça traduit quand même une idée de mise en scène, une idée de construction. Illustration, c'est ce qu'on a reproché à Mankiewicz. Il illustre de très bons scénarios, alors qu'on n'est pas là, bien évidemment, pour parler de ça. Donc, parlez-moi un peu de ça, de ces photogrammes, de cette mise en scène de On de va laisser l'image. Phil le faire parce que ça a été lui le grand responsable Exactement, c'est le responsable. de la photothèque. Écoutez, ce qui est intéressant quand on travaille sur des corpus réduits dans la filmographie de Mankiewicz, c'est qu'on revoit les films, on revoit les séquences, et ensuite pour analyser. Alors évidemment, un photogramme, c'est-à-dire une capture d'image d'un film, ne rend pas compte du montage, et encore si on en met plusieurs à la suite, mais du mouvement, de la bande son, etc. Mais il y a une chose qui frappe, et moi, dès que j'ai eu à reprendre les images que me donnaient les auteurs pour illustrer leur communication, ou que j'ai eu à en chercher d'autres pour disons, mettre en relation les textes avec le cinéma de Mankiewicz, c'est à quel point j'étais à chaque fois ébloui. C'est-à-dire, je faisais des captures d'écran et ça devenait évident que Mankiewicz il y avait chez lui une force plastique qui ne saute pas aux yeux quand on voit les films, mais qui, à partir du moment où on en extrait des images, devient extrêmement parlante, c'est-à-dire comme si chaque photo devenait un tableau. Or, d'ailleurs, l'utilisation des tableaux ou des œuvres d'art dans les films de Mankiewicz est très importante. L'utilisation des miroirs, l'utilisation d'éléments de décor qui ont toujours une fonction métaphorique, comme les escaliers, par exemple. Tout ça, ça n'est pas évident quand on voit le film en entier, mais ça devient totalement parlant quand, justement, on en fige des images, parce que là, on est obligé de se focaliser sur l'art de la composition du cinéma de Mankiewicz. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, ne peut pas être du tout ou moins mis en avant par, je sais pas moi, des portraits de stars, par exemple, ou par parfois des photos de plateau qui ne rendent pas compte de la science du cadrage de Mankiewicz. Voilà, donc, à partir du moment où on commence à, travailler comme ça, ben, c'est une sorte de spirale. C'est-à-dire que notre éditeur, par bonheur, nous a accepté, parce que lui-même a été convaincu quand il les a vus, de mettre dans ce livre beaucoup plus de photos et d'illustrations qui n'étaient prévues, de faire un cahier couleur, puisqu'il y a aussi l'utilisation de la couleur chez Mankiewicz, qui a très rarement été analysée, et qui finalement, c'est pas tellement que les textes en parlent, c'est que rien qu'en regardant les images, on s'aperçoit que Mankiewicz est aussi quelqu'un, un grand plasticien, mais voilà, qui a toujours masqué, et ça c'est une des vertus de son classicisme, qui a masqué sa virtuosité formelle derrière des histoires à raconter, des personnages à montrer, des gens à incarner par les acteurs. Bon, il y a une chose aussi qui a été commentée, mais rarement analysée, c'est à quel point Mankiewicz est un immense directeur d'acteurs et d'actrices. Oui. Parce que c'est pas évident à analyser. Et là, le texte de Francis Borda sur On murmure dans la ville est très intéressant à ce propos-là, puisque il démonte l'idée selon laquelle Mankiewicz serait
le seul auteur de ce film, On murmure dans la ville, dont il a toujours dit que c'était l'un de ses films préférés et que c'est l'un des films les plus originaux du cinéma hollywoodien. Et Francis Borda démontre qu'en fait, Mankiewicz a complètement copié le film dont On murmure dans la ville et le remake, qui est un film allemand de 2 ou 3 ans antérieur, avec la même histoire, les mêmes personnages, parfois les mêmes dialogues, alors que Mankiewicz se vantait d'avoir été l'auteur de tous les dialogues, mais il y a des phrases qui sont reprises telles quelles, texto du film précédent qui est adapté d'une pièce de théâtre. Eh bien, quand on compare, si on voit les deux films, eh bien, le film de Mankiewicz est éblouissant, et le film allemand dont il est inspiré est un film intéressant, mais assez lourdingue, enfin, et sans la moindre subtilité. Et quand on se pose la question du pourquoi, eh ben, on en arrive à parfois analyser la façon dont 2 syllabes sont prononcées et leur intonation, pour se rendre compte à quel point le génie de Mankiewicz réside aussi dans ces micro-détails qui sont soit de montrer visuellement, soit de faire entendre quelque chose, une nuance qui sont absentes d'un autre film ou d'un même sujet chez un autre cinéaste. Et la manière, en l'occurrence, pour compléter ce que tu viens de dire, est la manière dont il fait du personnage joué par Cary Grant quelqu'un de complètement différent du film précédent, précisément dans sa direction d'acteur, c'est-à-dire la façon de jouer, d'ouvrir une porte. C'est des choses dont on se préoccupait peu, dont la critique se préoccupait peu à l'époque, hein. Mais le moindre, comme tu dis à propos du moindre mot, mais c'est vrai aussi du geste, c'est vrai de l'allure, c'est vrai de la fluidité des mouvements. Enfin, c'est étonnant en effet, hein, le texte de Borda est passionnant là-dessus. C'est étonnant comment on peut faire passer par une direction d'acteur quelque chose d'extraordinairement, non seulement subtil, mais d'extraordinairement puissant, hein, dans On murmure dans la ville. Mais on sait que Mankiewicz, hein, le Jules César est célèbre avec Marlon Brando. On sait que le travail avec Elizabeth Taylor dans Cléopâtre ou dans Soudain l'été dernier, on sait que Mankiewicz a fait faire des choses aux stars hollywoodiennes que pas grand monde ne leur faisait faire. Et ce qui est incroyable, c'est que vous évoquez Soudain l'été dernier, mais dans Soudain l'été dernier, il y a quand même 2 générations différentes. Il y a Katharine Hepburn et Taylor. Et ça, c'est passionnant de voir comment un cinéaste peut faire coexister dans le même cadre, on va dire ça, je le dis de manière assez vite, hein, de tradition de l'acting, parce que Taylor, c'est plus du côté de Brando. Et ça, et je me posais la question, est-ce que… évidemment aussi Montgomery Clift, qui est l'acteur oui, studio, qui fait le lien. C'est tellement évident que je l'ai oublié, j'en suis désolé. Mais oui, effectivement, c'est important. Et on se demande même si Montgomery Clift ne serait pas Mankiewicz finalement, parce que c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les deux, peut-être. Mais ça me fait… j'ai toujours eu l'impression, là, pardon, je fais une digression par rapport au livre et par rapport au film que j'ai pu voir. J'ai toujours eu l'impression que les films de Mankiewicz, on a cette sensation qu'il y a une chute à la fin, c'est-à-dire que le film se termine. Par exemple, l'aventure de Madame Muir, voilà, elle meurt et donc elle retourne. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, c'est pas vrai, qu'il n'y a jamais de chute dans les films de Muir, dans les films de Mankiewicz. Question qui n'était absolument pas prévue du tout. Est-ce que vous ressentez cela, le fait que ce sont des fausses fins? C'est comme s'il y a toujours une porte ouverte. C'est ça l'ironie dont je parlais tout à l'heure, enfin, c'est l'aboutissement de l'ironie, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'est complètement clos et rien n'est jamais établi. Et souvent, l'idée, c'est qu'on peut revoir, j'allais dire revoir tout le monde, hein, revoir tout le monde d'une autre manière, et ça rejoint la question du point de vue qu'évoquait Bin, même après le film. Donc oui, je crois qu'en effet, le comble de l'ironie, c'est de ne clore jamais. Et puis Mankiewicz ne filme jamais tout à fait ce qu'il raconte. Ah bah oui. Et ce qui est quand même la force des grands cinéastes, c'est le contraire au fond de ce qu'on a dit de lui, qu'il illustrait un scénario. Il ne filme pas ce qu'il raconte. Et pour revenir aux acteurs, ce qui est assez fascinant, c'est que dans le cinéma de Mankiewicz, au fond, il ne tente pas de lisser le jeu des acteurs.
au fond, et il les fait coexister ensemble. Et ce qui est fascinant pour quelqu'un qui s'intéresse à ça, c'est que les acteurs jouent différemment dans les mêmes films, et c'est cette rencontre-là qui est impressionnante. Quand Darieux, James Mason, Rex Harrison, Elizabeth Taylor, et au fond, à chaque fois, il y a ce relief qui est donné par la différence des jeux d'acteurs, et cette différence-là, on a l'impression, c'est aussi ce qu'essaye dans sa mise en scène de saisir et de saisir Mankiewicz. Mais moi, je pense que l'ironie chez Mankiewicz, elle est beaucoup, enfin, elle est en partie en tout cas liée à l'influence de celui qui l'a fait débuter comme metteur en scène, c'est-à-dire Ernst Lubitsch. Je pense que le fait de dire de dire au spectateur des choses, d'inciter le spectateur à se méfier de ce que les personnages disent. Ça, c'est quelque chose qui était à la base du cinéma de Lubitsch, y compris dans ses films muets d'ailleurs. C'est-à-dire que les personnages disent ou croient quelque chose et les spectateurs savent autre chose. Et la mise en scène négocie en fait ces deux plans pour la plus grande jubilation finalement du public, puisque le public en sait un peu plus. C'est-à-dire que, par exemple, dans All About Eve, qui est son film peut-être le plus célèbre, en tout cas aux États-Unis, c'est le plus célèbre, c'est-à-dire Eve, on en sait toujours un petit peu plus que les personnages qui sont montrés à l'écran, et c'est ça qui rend le film aujourd'hui, il est très long, il fait plus de 2h15, mais cette espèce de tension ou d'ironie entre ce que nous savons et ce que vivent ou ce que savent les personnages est quelque chose qui a aussi été, par exemple, beaucoup utilisé par Hitchcock, avec d'autres moyens, mais ce sens de l'ironie permet à ces cinéastes-là de faire entrer les spectateurs et les spectatrices dans une sorte de jeu ludique qui fait le plaisir du spectateur et en même temps c'est ce qui rend les fins de Mankiewicz presque toujours disons non conventionnelles. Par exemple, ajouter, oui. Pardon. Vas-y. Non, pour ajouter à la complexité de tout ça, quand vous disiez l'un et l'autre qu'ils ne filment pas ce que les personnages racontent, il y a un texte dans le bouquin qui compare Mankiewicz à Rohmer. Les contes de Rohmer, les contes moraux de Rohmer, c'est exactement ça. Hein, ce sont des images qui ne correspondent pas à ce que les personnages se racontent les uns aux autres ou se racontent à eux-mêmes. Et Dieu sait s'il y a deux cinéastes dont le style est différent, c'est bien Mankiewicz et Rohmer. Donc c'est intéressant de voir comment Mankiewicz peut déborder, comment les formes narratives cinématographiques de Mankiewicz peuvent déborder de manière très très différente sur les générations suivantes. Je crois que tous les grands cinéastes de la Nouvelle Vague ont cité Mankiewicz dans leurs films, que ce soit Godard, Truffaut, René, etc. Mais c'est assez étonnant. L'exemple avec Rohmer est assez étonnant. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut faire plus ou moins confiance à Mankiewicz dans sa manière de raconter des histoires? Je dis ça parce que c'est quand même un cinéaste où il y a une multiplicité de points de vue, de récits indirects, et ça, pour le coup, beaucoup de résonance avec le cinéma, par exemple, américain, on va le dire de cette manière-là, depuis 20-30 ans. C'est vrai que c'est un cinéma qui est beaucoup axé là-dessus. Mais donc, question un peu ludique, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la manière que nous, en tant que spectatrices, spectateurs? Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne jamais faire confiance. Voilà. Et le plaisir que l'on tire de voir les films en voyant les films de Mankiewicz, c'est justement ce doute.
Je veux dire, c'est justement d'instiller cette méfiance, cette distance. C'est tout son travail. On ne peut pas faire confiance aux images, mais on ne peut pas non plus faire confiance à ce que les gens, à ce que les gens disent. Et c'est sur cette, je dirais, méfiance par rapport à ce qui est représenté, à ce qui est dit, à ce que les personnages se disent, qu'est fondé le film. Mais c'est ce que disait à la fois Bin par rapport au point de vue. Parfois, on en sait plus que les personnages, parfois, on en sait moins, mais parfois, on ne sait pas du tout ce que pensent les personnages. Dans un murmure dans la ville, le personnage de Gary Grant est mystérieux et il le reste. Et c'est justement cette défiance-là, moi, qui me semble être productive chez Mankiewicz. Mais moi, je pense qu'il y a une chose aussi, c'est qu'il y a sans cesse chez lui un jeu d'aller-retour entre l'identification à ce qu'on voit et la distance. Mais tout le temps. Alors, je donne un exemple. Dans Eve, le personnage joué par Anne Baxter, c'est-à-dire Eve Harrington dans Eve, on sait, on pressent dès le prologue que c'est une menteuse, que tout ce qu'elle va dire est faux. Alors, mais dès le premier flashback, qui est institué par le personnage qui sans doute a pris le plus de distance par rapport à Eve, qui est la femme de l'auteur, Karen, elle nous dit, mais en même temps, il y a quelque chose de fascinant, et ça, nous, on le voit, puisque on est dans le point de vue de Karen, c'est que Eve, même si on sait tout ça sur elle, eh ben, on se laisse quand même attraper, et on se laisse quand même avoir. Et ça, Mankiewicz, il le fait ressortir d'une manière, disons, pas ostentatoire, mais que José Moore met en valeur dans son texte de synthèse, c'est que Eve, dans les flashbacks, quand elle apparaît au départ, c'est un personnage très gris qui se fond dans le décor avec son petit imperméable et toute timide. Or, on sait qu'elle va devenir une grande star, puisque c'est un flashback qui est lors de la remise du prix de la meilleure actrice de théâtre. Mais elle se fond complètement dans le décor. Et à partir du moment où elle va sortir de cette grisaille pour s'introduire dans ce milieu de gens du théâtre, la lumière va se faire sur elle, elle va être filmée différemment, et petit à petit, on va voir son reflet dans des miroirs, par exemple. On va la voir elle-même s'admirer avec le costume de Margot, joué par Betty Davis. C'est-à-dire qu'il va sans cesse y avoir un jeu entre regardez comme elle est fascinante, mais méfiez-vous d'elle. Et ça, c'est typique de ce que j'appelais le point de vue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est à la fois fasciné par le système hollywoodien à son apogée, qui est le cinéma de Mankiewicz, et à la fois on est amené à s'en méfier, mais de cette méfiance naît pour nous une jouissance, puisque ça fait de nous une sorte de personnage aussi à la fois impliqué et omniscient devant ce qui nous est montré. Et ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on montre ces films, c'est quelque chose qui est ressenti par le public. Les gens applaudissent quand on présente les films de Mankiewicz aujourd'hui. En fait, il est à la fois le cinéaste de la séduction et le cinéaste du soupçon. Et les deux s'entremêlent continuellement. Ce qui fait d'ailleurs, enfin, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début, hein, qu'il est à la fois mainstream, cinéaste grand public, cinéaste hollywoodien dans toute sa splendeur, et un cinéaste très très personnel qui est un cinéaste de l'écart. Hein. La séduction et le soupçon sont constamment assumés dans ses films. D'ailleurs, il y a un genre que Mankiewicz chérissait et qui apparaît, mais presque en arrière-plan dans presque tous ses films, qui est le genre criminel ou le film à énigme. C'est-à-dire que presque tous ces films, c'est des enquêtes pour résoudre une énigme. Presque tous. Alors, parfois, ça fait partie du genre. Par exemple, dans un film que moi, je considère comme majeur et éblouissant, qui est The Honey Pot, Guêpier pour 3 abeilles,
mais c'est une histoire criminelle extrêmement touffue et compliquée. En même temps, c'est une comédie. En même temps, c'est un film sur les apparences et la fausseté à la fois des décors, mais aussi des sentiments et des émotions. C'est une adaptation de Volpone, mais complètement retournée comme un gant, etc. Je pense que c'est un film très caractéristique de l'œuvre de Mankiewicz. En plus, c'est l'un des visuellement les plus éblouissants, puisque avec une photo, un Technicolor, Venise est filmée Voilà, le lieu s'y prête. Oui. comme un vrai décor. Mais en même temps, on nous montre à un moment que ce décor dans lequel évoluent les personnages, c'est des Ouais. meubles qui ont été loués à Cinecittà. Enfin, voilà, il y a chez lui cette jouissance de nous mettre dans le secret, de nous dévoiler les coulisses pour à la fois révéler les secrets de l'énigme et à la fin pour nous dire, ah oui, mais attendez, vous croyez que l'énigme est résolue, mais comme vous le disiez, la fin, elle est ouverte. Et puis, voilà, aux dépens de tous les personnages, qu'ils soient d'ailleurs victimes, criminels ou enquêteurs. Je me suis toujours posé la question, pardonnez-moi de cette digression, est-ce que Hitchcock, quand il fait le grand alibi, dialogue avec Mankiewicz par rapport au point de vue? Parce que là, ça serait con de balancer le climax, mais bon, en tout cas, voilà, je me suis toujours posé la question, le fameux point de vue, celui qui raconte l'histoire. Je pense pas du tout que Hitchcock s'intéresse. Je crois que Hitchcock s'intéressait pas énormément, enfin en tout cas dans sa période de maturité, à ce que faisaient ses collègues. Il D'accord. s'y intéressait beaucoup dans sa jeunesse. Par exemple, voilà le cinéma muet allemand, par exemple, ou voilà, ou ensuite la rivalité avec Fritz Lang. Enfin, mais petit à petit, Hitchcock, il s'est quand même construit un univers dans lequel il a continué à explorer, mais sans tellement regarder à côté. En revanche, il a des préoccupations qui sont les mêmes que celles de Mankiewicz. Il y a un film de Mankiewicz qui est très, très Hitchcockien. Très Hitchcockien. On en a déjà parlé, c'est l'affaire Cicéron. Mais vraiment à un point, jusqu'à l'utilisation de la musique de Bernard Herrmann, d'ailleurs, quelques années avant Hitchcock, mais jusqu'à l'utilisation de James Mason dans un rôle ambigu avant Hitchcock, etc. Et c'est deux films enfin, c'est deux univers qui fonctionnent avec le même genre de ressort dramaturgique, sauf que Hitchcock met en avant la virtuosité de sa mise en scène, alors que Mankiewicz la cache. Et mais par exemple, on peut comparer. Il y a une scène très célèbre de l'affaire Cicéron, qui est la scène de la femme de ménage qui petit à petit en montage alterné va faire que James Mason, qui est en train de se cacher, de dérober des documents, va être démasqué. Ben, il y a à peu près une scène exactement équivalente dans Marnie de Hitchcock, avec Marnie qui vole dans un coffre-fort, et puis la femme de ménage qui vient, et il y a le montage alterné. Là, je pense que Hitchcock, il a vu l'affaire Cicéron, et il a repris de façon éblouissante une séquence, mais c'est pas tellement l'influence de Mankiewicz. C'est deux cinéastes qui cherchent à raconter la même chose, un petit peu avec les mêmes outils qui sont ceux du cinéma classique hollywoodien, et qui le font chacun d'une manière éblouissante. Mais bon, c'est comme le parallèle qu'on fait entre Mankiewicz et Ophuls. Peut-être que l'un a vu les films de l'autre et réciproquement, mais ça n'est pas obligatoire pour tracer ces parallèles. Je dirais que la différence entre Hitchcock, Ophuls et Mankiewicz, je pense que Mankiewicz est un cinéaste qui ne croit pas complètement au cinéma, alors que et à ses formes et à sa puissance, alors que chez Hitchcock, ces questions-là cette puissance-là, elle est mise en scène dans la question du pouvoir, alors que chez Mankiewicz, ce pouvoir-là, il ne cesse de le questionner. Et on voit la scène à laquelle fait référence Bean sur Marnie. Dans Marnie, voilà, une sorte de faux speed screen, il y a toute une. C'est la mise en scène qui l'emporte.
Alors que chez Mankiewicz, la solution, il ne la fait pas passer par des effets de mise en scène. Et c'est la grande différence. Et c'est là où, au fond, on reste toujours dans cette dimension du soupçon. Au fond, il est conscient de la séduction de l'image, il interroge aussi la séduction de la parole, mais il y a toujours le doute, il y a toujours le soupçon. Et je crois que la force de Mankiewicz comme cinéaste, c'est qu'il ne croit pas complètement au pouvoir du cinéma et au pouvoir des images. Oui, il le remet en question. Ouais. Tout à fait, oui. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Avant cela, bien évidemment, je rappelle Joseph L. Mankiewicz, Le jeu des formes. C'est un ouvrage collectif édité chez les Impressions Nouvelles dans la collection Caméra Subjective au pluriel. Et c'est sous la direction donc de mes invités, Vincent Amiel, Ntebin et José Moore. Je rappelle que dans le descriptif de cette émission, vous avez un petit lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site des Impressions Nouvelles, que je remercie d'ailleurs pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Une dernière question. Suite, par exemple, on a évoqué On murmure dans la ville, où il y a le texte de Benjamin Thomas sur les milieux et classes sociales. J'aimerais bien savoir, pour conclure, pour le coup, enfin, c'est une fausse conclusion si on devait, à l'image des fins de Mankiewicz, comment Mankiewicz, pour le coup, montre les différences sociales sans vouloir faire des films ouvertement politiques. Pour lui, c'est là qu'on revient un petit peu à son maître Lubitsch. Les classes sociales, à la fois, elles révèlent les personnages et à la fois, elles les dissimulent. C'est les deux. C'est-à-dire que la classe sociale, c'est une apparence, mais c'est aussi quelque chose qui construit l'être humain. Il a fait plusieurs films qui racontent ça. Alors, dans sa période Fox avec Zanuck, il a fait des films ouvertement sociopolitiques. Il a fait La Porte s'ouvre, qui est un film contre le racisme, traduction littérale de No Way Out en anglais. Mais c'est pas dans ces films-là que finalement c'est le plus intéressant, parce que c'est là que c'est mis en avant et mis en évidence de la façon la plus affichée. Mais sinon, les différences de classe sociale chez Mankiewicz ne lui permettent, enfin, c'est pas pour, comment dire, c'est pas une question de hiérarchie. C'est-à-dire, c'est pas pour dire que telle classe sociale est plus intéressante qu'une autre. C'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est la confrontation entre deux classes sociales ou entre deux personnages d'une même classe sociale, mais qui ont des différences de tempérament ou de caractère. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est même ça qui l'obsède. Parce que chez lui, il y a aussi cette idée comment dire, du jeune Mankiewicz qui vit dans l'ombre de son frère qui a réussi, et lui qui veut, pour lui, l'ascension sociale, au départ, est un moteur très puissant, et l'ascension au pouvoir à Hollywood, à la reconnaissance artistique, mais ce qui arrive souvent, d'ailleurs, y compris pour ces personnages, c'est quand il y a quelque chose qu'on veut énormément, quand on l'a obtenu, eh ben, c'est la dépression, parce que on est forcément déçu, on tombe, ce que vous disiez, la chute, on tombe de haut, puisque finalement, on n'a plus rien à espérer et on n'a plus qu'à finalement critiquer cette récompense qu'on a eue entre les mains, qui peut être la statuette de Ève, qui peut être la gloire de Maria Vargas dans La Comtesse aux pieds nus, qui peut être la fortune de Cicéron ou de plein d'autres personnages chez Mankiewicz, même le pouvoir de séduction, le pouvoir d'une classe sociale sur une autre, la revanche d'une classe sociale sur une autre. Tout ça résonne beaucoup, mais à un plan presque psychanalytique chez Mankiewicz, même si lui se méfie de la psychanalyse, puisque disons, la cure par la parole est sans cesse mise en doute par Mankiewicz, mais c'est quelqu'un qui explore énormément l'intériorité des personnages en contradiction avec l'environnement qui les contraint. Donc ça, forcément, ça a une résonance sociale ou sociétale. Mais disons que Mankiewicz ne tranche jamais entre la personne
et la société. Il est d'ailleurs très ambigu à ce propos. Mankiewicz, c'est pas vraiment. On a dit qu'il était progressiste. Il est progressiste parce qu'il se méfie des réactionnaires et des conservateurs, mais il est aussi d'une certaine manière conservateur parce qu'il se méfie tout autant des progressistes affichés. Donc, je veux dire, son meilleur ami à la fin de sa vie, c'était Elia Kazan. Donc, en matière de contradiction et de contradiction notamment politique, On en a parlé voilà, d'ailleurs en plus. Ouais. c'est deux personnages qui sont très différents, mais qui se sont retrouvés parce que chez eux, le doute finalement est un moteur puissant de la création. Et Mankiewicz d'ailleurs va finir sa carrière d'une façon assez décevante, puisqu'il sera très aigri à la fin de sa carrière, puisque finalement, après le grand succès du Limier, il pense que c'est reparti pour une dernière carrière où enfin il pourra accomplir ses rêves de création. Et puis, aucun projet ne se matérialise. Et puis, il va se retirer comme, je sais pas moi, comme Kane dans Citizen Kane, une espèce de maison du souvenir avec ses Oscars sur sa cheminée, etc. Et il va ressasser, comme un personnage de ses films, le passé glorieux et honteux qu'il a vécu et le parcours exaltant qu'il n'a jamais pu mener à bien. Il devient comme un personnage de ses films. Il y a deux choses très intéressantes que vient de dire Bin. D'une part, c'est un cinéaste du pouvoir. On n'en a pas assez parlé, mais c'est vraiment... Et donc, du coup, votre question des classes sociales, elle intègre en effet quelque chose. C'est une des composantes d'un pouvoir possible, d'un pouvoir désiré, d'un pouvoir accompli, etc. Et l'autre chose, c'est le parallèle avec Wells. On n'en a pas parlé non plus, mais ils ont tous les deux adapté des pièces de Shakespeare. C'est pas rien par rapport au pouvoir. Et c'est très intéressant de voir en quoi ils sont différents précisément dans leur approche de cette thématique fondamentale et de l'univers shakespearien aussi. Hein. Voilà, donc le détour par les classes sociales ramène à chez Wells aussi, c'est passionnant, ramène à ce parallèle aussi, cette correspondance plutôt. Et le moteur, votre question me semble très intéressante parce que par rapport à d'autres cinéastes, la question des classes sociales, elle se pose constamment chez Mankiewicz. Je veux dire que ce soit dans un film comme Les chaînes conjugales ou incarné par la figure, par exemple, de Thelma Ritter dans les films, c'est bien évidemment la question, mais au fond, ce qui est très fort, c'est qu'ils les personnages ne sont pas réduits à leur classe, sociale. Je veux dire qu'au fond, comme si peu à peu, il arrive à arracher le masque de la classe sociale pour rechercher quelque chose d'autre dans ces films. Mais c'est pas un cinéaste qui ignore qui ignore l'opposition, la complexité, les enjeux, le double jeu que peut entraîner les relations entre des classes sociales différentes. C'est toujours présent dans son cinéma, et comme le dit Vincent, à partir des questions, des jeux d'apparence et des jeux de pouvoir. Au fond, c'est là que ça se joue. Vous faisiez la comparaison entre l'affaire Cicéron et les films d'Hitchcock. Voilà, l'affaire Cicéron, c'est Hitchcockien plus les classes sociales. Exactement. Mais il y a une chose aussi, c'est que dans les affrontements de classes sociales chez Mankiewicz, qui est globalement, hein, c'est l'affrontement entre les personnages roturiers et les personnages aristocrates. En gros. Hein, ceux de basse extraction, de modeste origine, et puis ceux qui sont nés voilà, avec le pouvoir. Comme ce qui intéresse Mankiewicz, c'est qui domine qui, eh bien, le point de vue de Mankiewicz, c'est de s'identifier aux deux. C'est-à-dire que parfois, on est du point de vue du dominé qui cherche à sortir de cette domination, et parfois, on est dans le point de vue du dominant qui se voit menacé par quelqu'un d'ambitieux. Et je crois que Mankiewicz, il est exactement entre les deux. Et disons, le thème, parce qu'on parle quand même de thématique,
le thème principal que Mankiewicz a toujours revendiqué dans ses films, c'est nous passons notre vie à élaborer des scénarios et la vie elle-même s'acharne à détruire les scénarios que nous élaborons. C'est la fin du Reptile. Mais c'est la fin de tous les films de Voilà, Mankiewicz. parce que je pensais au Reptile à l'instant, c'est pour Mais ça. absolument. Ou l'affaire Cicéron. Ou l'affaire Cicéron, ouais. Oui, oui. Ou Ève, ou voilà, ou Guépier pour 3 abeilles, ou Le Limier, etc. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez d'Elia Kazan parce que il y a un moment comme ça dans la conversation, je pensais au personnage de Donald Pleasance dans Le Dernier Nabab. Et je me disais, tiens, peut-être que Mankiewicz, au tout début du cinéma, peut-être qu'il lui ressemblait un petit peu et qu'il a fini par devenir la pièce, en fait, c'est-à-dire le cinéma, pour le coup. Mankiewicz, c'est intéressant de parler du Dernier Nabab, puisque le Dernier Nabab est inspiré d'une nouvelle inachevée, d'un roman inachevé de Fitzgerald, et Fitzgerald a été la personne qui a été la plus humiliée par Mankiewicz, puisqu'à un moment donné, quand Mankiewicz était producteur, il a fait réécrire un scénario de Fitzgerald. Et ce que Mankiewicz disait, puisque Mankiewicz, il avait une ambition de devenir écrivain, il disait, mais si jamais un jour mon nom reste dans l'histoire de la littérature, ce sera dans une note de bas de page comme celui qui a saccagé Fitzgerald. Et Le Dernier Nabab est une critique de Hollywood et de producteurs Nabab comme Mankiewicz l'a été avant de devenir réalisateur. C'était d'abord un producteur. Et Mankiewicz, ça serait un Donald Pleasant qui a réussi. Oui, c'est pour ça, moi, je pense qu'il devient la pièce. En fait, Mankiewicz devient finalement la pièce. Exactement. Il a compris cette chose qu'essaye de l'expliquer Robert De Niro dans Le Dernier Nabab. Oui, mais De Niro est une figure inspirée en partie par Mankiewicz. C'est-à-dire le Nabab qui en a rien à faire de la créativité. C'est ce que Fitzgerald pensait de Mankiewicz pour le scénario de 3 camarades. Ouais, parce qu'on a souvent tendance à penser que Le Dernier Nabab, pardonnez-moi, là, je l'ai oublié, j'en suis désolé. C'est Irving Thalberg, oui. Exactement. Thalberg, exactement. Mais c'est aussi Mankiewicz. Mais voilà, donc finalement, il y a des continuités. Joseph L. Mankiewicz, Le jeu des formes, ouvrage collectif sous la direction de Vincent Amiel, N.T. et José Moore. C'est édité chez les Impressions Nouvelles dans la collection Caméra Subjective. Je n'ai pas dit que cette collection a été créée par José Moore et Frédéric Socher aussi, qui est aussi un habitué de cette chaîne. Merci à vous trois, c'était un plaisir. On a parlé de 0,01% de ce qu'il y a dans le livre, donc maintenant il va falloir à un moment que les spectateurs jouent le jeu eux aussi et qu'ils aillent faire leur métier. Merci, c'était vraiment un plaisir à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.